Téléspectateurs de E-Télé, auditeurs de la radio Océan FM, bonjour à toutes et à tous. Un matin du 1er août 1960, le président Hubert Koutoukoumaga de vénérée mémoire proclamait l'indépendance de la République du Bénin. C'était à Porto Novo, la capitale politique du Bénin, même si cette place de l'indépendance est restée dans l'insalubrité et dans l'oubli total. Les Béninois ressentent encore, n'est-ce pas, ils sont encore jaloux de leur liberté accueillie dans une liesse populaire. Cet événement a été pour l'ensemble des Béninois une occasion d'affirmer leur identité et de prouver à la face du monde leur capacité à s'autogérer, à s'organiser et à donner vie à leurs ambitions diverses pour l'envol de leur pays. Eh bien, depuis lors, le Bénin, notre pays, a connu diverses fortunes. Coups d'État et autres sauts d'humeur politiques ont entraîné le Bénin dans des situations parfois préoccupantes pour le commun des mortels. Divers régimes se sont succédés avec à leur tête des ambitions différentes pour le développement de notre cher pays, le Bénin, jusqu'à l'avènement du renouveau démocratique, consacrant ainsi le multipartisme intégral. Sur le plan politique, le pays est resté une référence en matière de liberté démocratique et de respect de la dignité humaine. Et sur le plan économique, on peut faire le constat de ce que beaucoup d'efforts ont été faits par les gouvernements successifs. Ainsi, sous le régime en place, notre pays, le Bénin, a connu aujourd'hui de grands progrès. On en veut pour preuve les récents classements rendus publics par les instances internationales. Des grandes avancées sont notées, certes, mais beaucoup de choses restent à faire pour que les Béninois en finissent définitivement avec la pauvreté. Sur les autres plans politiques, beaucoup d'interrogations subsistent et laissent croire que plus d'efforts sont à fournir afin d'atteindre les objectifs de développement durable. En 60 ans d'indépendance, qu'avons-nous parcouru comme chemin? Quelles sont les avancées? Quels sont les couacs? Que nous reste-t-il à faire? Quelles sont les perspectives qui s'offrent aux Béninois en matière de développement? Voilà autant de questions qui feront l'objet de cette émission que j'ai ainsi l'honneur d'animer. Eh bien, d'entrée de jeu, je vous présente mes invités. Ils sont au nombre de deux ce matin. Bonjour, monsieur Oswald Akpali. Présentez-vous à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Bonjour madame, moi c'est Oswald Akpali, comme vous venez de le dire. Moi je suis membre fondateur du Parti Bloc Républicain. Merci d'accepter notre invitation. En face de M. Akpali, nous avons M. Ebenezer Sélégan. Bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous à vos Docteur Ebenezer Sélégan, ancien chercheur au département d'histoire d'Abomey-Calavi, l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, 60 ans d'indépendance pour le Bénin, quel chemin parcouru? Merci, madame. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau et pour parler un peu du bilan qu'on pourrait faire 60 ans après l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui la République du Bénin, depuis le 1er août 1960. Dans la vie d'un État, c'est assez important pour qu'on marque un arrêt et évaluer le chemin parcouru pour voir comment projeter donc l'avenir. Alors, depuis le 1er août 1960, il faut dire que l'euphorie qui a suscité par l'indépendance s'est très tôt estompée. Ça s'est estompé parce que les rivalités entre nos premiers hommes politiques, notamment Soromigan Apiti, Tomete Justin Aromadegbe et Hubert Koutoukoumaga, qu'il convenait d'appeler à l'époque les trois leaders traditionnels du Dahomey. Et ces rivalités, d'avant l'indépendance, se sont poursuivies après l'indépendance. Et le point culminant donc, de ces rivalités politiques, c'est la révolution d'octobre 1963, qui a, disons, consacré la chute de la Deuxième République, la chute du régime de PDU, parti d'armée de l'unité, et
Et c'est ainsi que depuis lors, les hommes en uniforme se sont invités régulièrement sur la scène politique pour créer ainsi ce qu'on pourrait appeler instabilité politique dans notre pays depuis 1963 jusqu'en 1972. Voilà. Alors, monsieur Oswald Akpali, quel a été le chemin parcouru de 60 à 2020? Je sais que nous ne sommes pas encore nés, mais l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous retenez? Pour ça que c'est toujours un plaisir d'avoir un historien avec soi pour comprendre un peu ce qu'on a vécu un peu plus tôt avant la naissance. Mais l'histoire retiendra qu'on a compris que, effectivement, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, à partir de 1972, on a vu qu'il y a un régime qui a repris un peu plus les choses en main pour passer de l'instabilité à une stabilité politique pour la nation Bénin. Donc c'est ce qu'on peut retenir déjà. Et de 72 à l'avènement démocratique, on a fait un chemin. En 1990. Oui, il y a eu un chemin qui a été fait avec le parti révolutionnaire du feu président général Mathieu Kérékou. Et il y a des avancées, il y a eu du recul, et c'est à cause du recul, effectivement, qu'en 90, il y a eu appel à la conférence nationale des forces vives qui a débouché sur un régime démocratique. Nous en sommes sur le chemin aussi, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va entamer rapidement les avancées que le Bénin a connues pendant ces 60 ans. Monsieur Ebenezer. Oui, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure que 60 ans dans la vie d'une nation, c'est important. Et pour que on n'en soit pas, disons, pessimiste quant aux acquis que nous avons, qu'on peut énumérer depuis 1960. Alors, il faut dire que la période d'instabilité politique, c'est clair, dans un climat d'insécurité, dans un climat de désordre politique, de rivalité à un point fini. L'effort fourni pour le développement de ce pays n'a pas été perceptible. C'était noyé dans ces rivalités dont il vient de parler, dans cette instabilité politique. Parce que tous les plans de développement qui ont été élaborés à l'époque ont échoué. Tous les plans ont échoué parce que d'abord le financement était tributaire de l'aide extérieure. C'est dire que depuis 1960 à 1972, je vais aborder la période révolutionnaire après. Bien sûr. Et le Bénin était à la solde des aides extérieures. Eh bien, donc vous comprenez. On était indépendant, mais pas financièrement. Pas financièrement. Donc, vous comprenez que dans cette situation, c'est celui qui vous donne de l'argent qui vous dit, bon, voilà ce que je vais faire. C'est lui qui dicte la loi. C'est lui qui dicte la loi. On parle de conditionnalité de l'aide publique au développement. Alors, donc, mais il y a eu quand même certains efforts qui ont été réalisés. Dans ce cadre, on peut noter par exemple la construction du port autonome de Cotonou. Et au cours de cette période, bien sûr. La période de 60 avant à 72. 60 à 72. Il y a un certain nombre de sociétés d'État qui ont été créées pour, disons, mobiliser les ressources internes et qui doivent être compensées par les aides extérieures. Donc, il y a des infrastructures qui ont été réalisées, il faut le reconnaître. Et il y a eu des tentatives de remettre le pays, les populations, le peuple béninois au travail. Mais malheureusement, dans ce climat d'instabilité politique, de rivalité, de changement récurrent donc, de régime, il n'y a pas une suite progressive à évaluer. Alors, quand le coup d'État du 26 octobre 1972 est intervenu pour instaurer un nouvel ordre dans le sens de la rupture avec l'ordre néocolonial
vécu entre 1960 et 1972. Alors, les nouvelles autorités révolutionnaires ont fait des déclarations pour dire qu'il faut finir avec l'ancienne politique. Ces déclarations sont contenues dans ce qu'on a appelé la politique nouvelle d'indépendance nationale. Et dans ce programme, qui n'était pas un programme en tant que tel, c'était un discours, mais un discours à travers lequel les nouvelles autorités ont exprimé leur intention d'en finir complètement avec l'ordre néocolonial, l'ancien ordre, et de remettre véritablement le pays sur les rails. C'était la vision. C'était l'ambition. C'était l'ambition. Et c'était vraiment noble. C'était vraiment noble. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont fait le diagnostic. Ils en sont arrivés à conclure que la relation du pays sur le plan du développement économique et social était liée donc à la domination étrangère. Donc, il faut reconquérir l'indépendance de notre pays à travers cette politique nouvelle d'indépendance nationale. Donc, ils vont, à partir de 1974, le 30 novembre 1974, ils vont faire une nouvelle option. L'option idéologique, c'est-à-dire le marxisme-léninisme comme guide philosophique de la révolution et le socialisme comme voie de développement. Alors, c'est dans ce cadre que de nouvelles réformes ont été engagées. Et il y a eu des nationalisations des entreprises privées, il y a eu la création de nouvelles sociétés d'État qui ont fait leur preuve pendant, disons, cette période. Mais ce qui a été regrettable, c'est que toutes ces réformes qui ont été traduites par des actes n'ont pas été bien gérées. Le suivi n'a pas été fait, et puis les hommes, les responsables, certains responsables du régime sont devenus des potentiels prédateurs des ressources de l'État. Donc, ce qui a tout fait donc, de plonger le pays dans un marasme économique et qui a suscité beaucoup de tensions sociales qui ont tout fait donc de couler le régime vers la fin des années 1980, où le régime ayant le dos au mur ne pouvait offrir d'autres alternatives que de s'ouvrir à un consensus national à travers la convocation donc de la conférence nationale de 1990. Voilà. Et à partir de ce moment, vu que le pays était dans une situation socio-économique désastreuse, il fallait, disons, réorienter l'économie. Alors, c'est ainsi que on est retourné au libéralisme économique. C'est l'option qu'on a reprise à la conférence nationale. Mais cette fois-ci, il faudrait compter sur le secours des institutions de Bretton Woods. Donc, pour avoir de l'argent, il faut ratifier les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI, avec toutes les conditionnalités rigides. On n'avait pas le choix que de souscrire à cette option, et c'est cela qui a permis donc au premier régime de l'ère du renouveau démocratique d'entreprendre un certain nombre de travaux pour remettre le pays dans une meilleure santé économique et que nous sommes en train de poursuivre jusqu'à nos jours. Alors, Monsieur Akbali, qu'est-ce qu'on peut retenir du régime ou de la gestion du pays de 90 à aujourd'hui? Merci, Madame la journaliste. Pour ma part, je dirais qu'en 90, ou disons 91, où le premier président démocratiquement élu est venu au pouvoir, il y a eu effectivement qu'il héritait d'un État où il y avait le marasme économique. Il fallait reprendre, et avec le programme d'ajustement structurel,
avoir des prêts au niveau de ces institutions dont le docteur a parlé tantôt, pour essayer de libéraliser le secteur économique, parce qu'en temps, comme vous l'avez su, c'était le socialisme. Presque toutes les sociétés étaient nationalisées, c'était des sociétés d'État. Et la vision était noble, mais la chute était la mauvaise gestion. N'était pas bien. Non, pas la politique. La politique s'est traduite par la vision de nationaliser les structures, de créer de nouvelles sociétés d'État. Mais c'est au niveau de la gestion financière de ces sociétés que quelque chose n'a pas marché et il n'y avait pas de structure de contrôle. Et qu'est-ce qui n'avait pas marché selon vous? Oui, c'est comme si on laissait la société dans les mains d'une seule personne qui se croit être le propriétaire d'une société d'État. Vous comprenez comment est-ce que la gestion peut se faire. En tant que tel, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de contrôle. Donc, la poche personnelle était mélangée à la caisse de l'État. Et voilà, c'est ça qui a conduit le régime révolutionnaire à la chute, parce que le régime même n'a pas vite compris que tout ce qu'il a mis en place pouvait encore se retourner contre lui. C'est ça. Donc voilà, l'ère démocratique s'est ouverte et on a vu que le pays était obligé de s'accorder avec les institutions de Bretton Woods pour s'engager sur des conditions de facilité de crédit pour reprendre maintenant la tendance. Pour avoir de l'argent, il fallait sacrifier des sociétés privées, faire de la liquidation. C'est-à-dire vendre de ces sociétés à des privés qui viennent avec des capitaux pour réinvestir dans le secteur économique pour donner un soulagement à l'économie. Il est même arrivé un temps où de façon communautaire, les États ont décidé d'évaluer la monnaie qu'on utilise actuellement. Donc c'était toujours pour donner, parce que on n'était pas dans un système où on est seul, donc c'est en communauté et le problème était un peu partout le même dans la sous-région. Donc ce qui a valu au Bénin d'accéder à toutes ces contraintes des institutions pour sortir le nez. Mais toutefois, sur le plan politique, notre pays, le Bénin, est resté une référence, n'est-ce pas, en matière de liberté démocratique et de respect de la dignité humaine. Oui, on peut le dire parce qu'on a été la référence. Nous avons été la première nation, d'ailleurs, à convoquer une conférence nationale, ce qui nous a valu le nom de Bénin, berceau de la démocratie en Afrique. Donc, exemple que beaucoup d'autres nations africaines ont copié et que ça a marché pour certains, pour d'autres non. Mais chez nous, après 30 ans de vie démocratique, nous pouvons nous targuer de dire qu'on a réussi ce chemin parce qu'on n'a pas eu de difficulté à organiser des élections de façon périodique, respecter la constitution, les délais d'organisation d'élections, et il y a eu assez d'alternatives au pouvoir. Nous n'avons pas eu de difficultés dans le cadre du respect de la constitution qu'on s'est donnée depuis 1990. Alors, monsieur Ebenezer, quelle appréciation faites-vous de cette expérience de la démocratie au Bénin? Oui, mon appréciation est bonne, mais on ne peut pas manquer de relever des insuffisances, puisque nous sommes... Vous savez, pour apprécier la situation politique ou économique concernant les droits de l'homme, les libertés fondamentales, à l'ère du renouveau démocratique, il faut recourir à d'où nous sommes partis. Voilà. D'où on est arrivé, pour qu'aujourd'hui il y ait un petit soulagement. C'est dire quoi? C'est dire que depuis 1975, avec la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le PRPB,
il y a une caporalisation de toutes les forces démocratiques. Donc, on a érigé un parti-État. Et lorsqu'on parle de parti-État, c'est la pensée unique. C'est-à-dire que vous devez regarder dans le même sens. Alors, on regarde dans le même sens sans apporter des suggestions ou autres. Non, mais on n'a pas le logique choix. Idéologique, la logique de l'idéologie marxiste-léniniste, c'était cela. Est-ce que vous voyez? La faction politique qui a voulu, qui a milité contre le régime du PPB, c'est les communistes. Le parti communiste du Dahomey, qui est devenu parti communiste du Bénin et qui est né presque à la même période que le PRPB. Alors, ils ont évolué dans la clandestinité pour contrebalancer un peu les dérives, pour dénoncer un peu les dérives du pouvoir dictatorial qui avait été mis en place par le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire. Et c'est grâce à cette faction politique que nous en sommes arrivés à une situation où le peuple, face à la situation de crise socio-économique ambiante de l'époque, a pu se soulever contre ce régime pour le couler afin qu'il y ait une ouverture désormais pour l'ordre démocratique. D'accord. Voilà. Donc, on est passé d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, on ne doit plus connaître les dérives du passé à l'ère du renouveau démocratique. Mon opinion par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est que la démocratie, la culture démocratique reste une quête permanente. Nous sommes en train de nous efforcer de nous perfectionner voilà. Pour cultiver cette démocratie-là. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la liberté de presse se traduit aujourd'hui par une fourmilière d'organes de presse. Il y a la liberté de l'opinion, la liberté d'association. On a proclamé le multipartisme intégral dans la Constitution du 11 décembre 1990. Et c'est ça qui a donné une carrière de parti politique que aujourd'hui, après avoir fait l'expérience et vu tout ce qui se dégage de ce multipartisme intégral, nous sommes arrivés à recadrer les choses. Donc, la réforme du système partisan aujourd'hui est mise en œuvre par le président Talon est une réforme suffisamment salutaire. Alors, on va toujours rester avec vous, M. Ebenezer. Depuis le début de cette randonnée, notre pays, le Bénin, a connu un véritable parcours de combattants, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en quête de maturité aujourd'hui? Nous sommes toujours, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, la culture démocratique n'est pas un acquis définitif. Je pense même dans les démocraties les plus évoluées, on continue à cultiver la démocratie. Parce que c'est dans l'espace offert par la démocratie qui permet l'épanouissement de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes en train de nous améliorer. Nous sommes en train de cadrer les choses pour qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que trop de liberté tue aussi la liberté. Du temps. Voilà. Trop de liberté tue la liberté. Surtout que je pense que les politologues, les sociologues, les juristes seront d'accord avec moi sur la démocratie que nous avons importée de l'Occident, cadre vraiment avec nos réalités. C'est ça qui fait qu'il y a souvent des balbutiements, il y a souvent des trébuchements dans nos efforts de nous conformer au principe de cette démocratie importée de l'Occident. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font et nous devons continuer dans ce sens-là. Monsieur Abali, est-ce qu'on peut dire également que notre pays est en quête de maturité, d'après vous? Oui, comme on peut l'observer, vous savez, aujourd'hui, nous avons fait un chemin
avec la démocratie, alors que ce système de gouvernance d'État existait bien longtemps avant, avant même les indépendances du Bénin. Donc, si c'est à partir de 90 qu'on a commencé par expérimenter, alors que de grandes nations depuis la Grèce antique l'ont expérimenté. Donc, vous voyez, près du siècle après, qui sont toujours dans la recherche de performance économique, politique dans leur système démocratique, nous pouvons dire que nous faisons le chemin. Et effectivement, qu'on puisse dire qu'on prenne une démocratie occidentale pour faire du copier-coller à la culture africaine, un problème qui biaise vraiment le greffage. Vous imaginez que la plupart des nations africaines sortent d'un système de royauté où aujourd'hui on vient dans un système de démocratie et le greffage n'est pas automatique, contrairement à ce que les nations occidentales vivent. Donc ça crée un peu un déphasage. Mais si on estime 30 ans de vie démocratique comparé à d'autres nations qui ont fait près du siècle, on peut se dire qu'on a du chemin, mais on avance. On avance. Alors, sur le plan politique, puisque vous êtes un acteur politique, notre pays a connu, n'est-ce pas, des périodes de gloire et des traversées de désert. Dites-nous, en quoi est-ce que nous avons grandi réellement sur le plan politique? Oui, sur le plan politique, donc je vais parler de l'actualité, ce qu'on vit aujourd'hui, comparé à ce qui pouvait être une vie politique par le passé. Donc, nous sommes à l'ère démocratique. Nous avons connu plusieurs régimes qui se sont succédés et qui ont montré ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on puisse grandir de plus en plus. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que notre pays est un pays où il y a la stabilité politique, ce qui est très important parce qu'on a eu 30 ans de vie démocratique et nous n'avons plus connu d'instabilité où il y a eu de changement brutal de régime. Donc, et nous continuons toujours dans le système démocratique. Donc, nous avons expérimenté... Le système démocratique amélioré peut-être? Bon, quand on dit améliorer, c'est normal qu'on puisse améliorer parce qu'on ne peut pas rester dans la stabilité dans un système. Il faudrait améliorer. De la perfection. Le docteur l'a dit tout à l'heure, trop de liberté tue la liberté. Il fut un temps où, dans l'expérience de la démocratie, nous sommes arrivés à mélanger, à penser que la démocratie était une liberté sans limite. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Il faut rétablir l'autorité de l'État, par exemple. L'État de droit était, bon, quasiment tout le monde faisait comme si l'État, le patrimoine commun est devenu individuel où chacun peut faire ce qu'il voulait dans la société ou la nation. Alors que faisant comme ça, on risque de tomber dans un grand trou qu'on se creuse aujourd'hui ou depuis un certain temps sans nous en rendre compte. Donc il fallait rétablir l'autorité de l'État et il y a qu'on dit c'est l'État qui a le monopole de la violence physique par rapport à tout ceci. Il faudrait que dans la nation, des individus qui s'accordent sur des textes, des lois de vie pour le bien-être commun puissent respecter ces lois qui existent, qu'on a tous mises ensemble pour accepter de cohabiter. Sinon, que s'il y a d'autres pour qui les lois sont taillées et qu'il y a certains qui peuvent subir de ces lois, on va quitter l'état de droit pour rentrer peut-être dans l'état de nature. Eh bien, on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas, monsieur Ebenezer? Alors, sur le plan social, en quoi est-ce que le Bénin a grandi? Sur le plan social, nous avons fait des efforts. Il y a des bons formidables que nous avons fait. Lesquels? Je pense qu'aujourd'hui,
je vais peut-être remonter dans l'histoire. Ah oui, vous êtes là pour ça, pour nous vivre l'histoire, pour nous faire vivre l'histoire, voilà. Vous savez, les premiers dirigeants de ce pays depuis l'indépendance sont venus, ont accédé à l'indépendance, sont venus voir un pays suffisamment exsangue. Il n'y avait pas de ressources nécessaires pour, disons, investir dans le développement. Et des problèmes de finances publiques, des problèmes budgétaires faisaient partie même de l'une des causes qui ont présidé donc, à l'instabilité politique en ce temps. Alors, les salaires des fonctionnaires étaient souvent abattus. De 10%, en 1961, le gouvernement Maga a abattu le salaire des fonctionnaires de 10%. Et par la suite, de ressources, toujours de ressources pour investir dans, voilà. Dans les autres secteurs vitaux de l'État. Et c'est arrivé jusqu'à 25%. Donc, au plan social... Mais est-ce que c'était régulier? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça qui faisait que les syndicalistes étaient devenus très, très forts, puisque même le régime en place, parce qu'ils étaient redoutables. Alors, donc, de cette période jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, et surtout par rapport au salaire des enseignants, des fonctionnaires d'État. Je pense que ce n'est pas resté statique. Sur le plan social aussi, il faut dire que il y a certaines initiatives qui ont permis d'améliorer le panier de la ménagère. Lorsqu'on parle de l'autonomisation des femmes, un programme d'accès des femmes au crédit inauguré par Yahi Boni pendant tous les 10 ans qu'il a fait au pouvoir. Oui. Je pense que cela a donné des résultats, disons, qui sont de nature à améliorer vraiment la capacité, le pouvoir d'achat des populations. Et cette catégorie socio- et professionnelle que constituent les femmes s'est quand même réjoui de ce que, enfin, son autonomisation a été une réalité. Alors, je pense que c'est des actes comme ça là qu'il faut poursuivre ici. Et je pense que ce qui a été bon dans l'ancien régime, l'actuel régime est en train de perfectionner cela. Et c'est tout à son honneur, actif, à son actif qu'il faut saluer. C'est-à-dire que les acquis sont préservés et améliorés. Et quelles sont les choses qui n'ont pas marché d'après vous, selon vous, Monsieur Akpali, sur le plan social? On va toujours rester sur le plan social. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Oui, sur le plan social, qu'on puisse le dire, effectivement, ce qui n'a pas marché, qui a précipité vers la fin des années 80 le régime révolutionnaire, c'est la mauvaise gestion qu'on a toujours constatée des sociétés d'État. Et nous ne restons pas sans comprendre encore qu'aujourd'hui, il existe encore des sociétés d'État qui, au finish, c'est quand ils passent aux mains des privés qu'on constate une amélioration dans la gestion. Le régime actuel... Est-ce à dire qu'il y a trop de libertinage au niveau du public? Oui, ça continue. C'est dommage, malgré toutes les conditions de contrôle qu'on met en place pour veiller à ce que la chose publique soit mieux gérée. C'est constater que c'est lorsque ça passe dans le giron du privé que la gestion est mieux, que l'État se sent même plus satisfait parce qu'il n'est là que pour prélever des impôts. Mais c'est un peu triste parce que nous voyons encore aujourd'hui des structures d'État qui, à la limite près, le pouvoir central n'étant pas, ne voulant pas être tassé de liquidation des sociétés d'État, est obligé de passer par d'autres systèmes. Vous avez vu la gestion déléguée. Donc c'est pour quand même améliorer
le niveau de gestion de ces sociétés d'État que le pouvoir en place arrive à ces extrêmes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est assez solutions. C'est malgré eux. Donc, je dis que c'est ce qui n'a pas marché, effectivement, et ça continue, et il faudrait qu'on réfléchisse vraiment à trouver des solutions, parce que le point d'interrogation est pourquoi, quand la société passe dans le giron du privé, ça marche toujours. Et quand c'est sur le public, ça ne marche pas. Je veux bien qu'on s'intéresse au secteur de la défense et de la sécurité publique. Monsieur Ebenezer, de 60 à 72, on sait comment est-ce que le pays a été géré. En 72, un militaire a pris le pays et on sait également comment cela a été fait jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les avancées que nous avons connues sur le plan sécurité et sur le plan de la défense? Merci madame. Je ne suis pas spécialiste de questions sécuritaires. Mais vous êtes observateur. Oui, je suis observateur, je suis d'accord avec vous. Vous savez, dans mon jeune âge, j'ai vécu un peu la période révolutionnaire. Et parfois, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai la nostalgie de comment la sécurité était organisée pendant la période révolutionnaire. C'était organisé à la base. C'était les populations elles-mêmes qui étaient propres agents de sécurité. Qui avaient mis en place des mécanismes pour se surveiller, pour assurer leur propre sécurité. Ah oui. Et le ministre Azoinfort, c'est un ami. J'étais allé le voir un jour dans son bureau quand il était à la sûreté du port autonome de Cotonou, et pour échanger avec lui et découvrir l'homme. Vous savez qu'il était ministre de l'Intérieur pendant la Révolution. Évidemment. On échangeait, il me disait un jour que la sécurité pendant la période révolutionnaire était organisée de la base au sommet. Il y avait des comités de défense de la Révolution qui étaient installés dans presque tous les arrondissements du pays. À l'époque, on parlait des communes. Alors, il me disait que lorsqu'on vole un cabri à Karimama, c'est-à-dire au fin fond du Nord Bénin, dans les 48 heures qui suivent, il est au courant dans son bureau à Cotonou ici. Wow. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable. C'est dire quoi? C'est dire que quand la sécurité est organisée par les populations elles-mêmes, c'est plus efficace. Vous ne pouvez pas entrer dans un quartier et ne pas décliner votre identité. Comment est-ce que ça se faisait quand un nouveau habitant vient, il va vers le chef du village, le chef quartier, ou bien celui qui son hôte. Après avoir déposé ses bagages, il le prend par les mains, la main chez le délégué. Il va le présenter. Pour lui dire, bon, voilà, celui-ci est venu chez moi, il est venu pour ceci, pour faire cela, il va rester pendant peut-être nombre de jours. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand à la conférence nationale, les démocrates sont venus, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est souvent regrettable. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors, pendant cette période de renouveau démocratique en cours dans notre pays, la sécurité est plus ou moins organisée. C'est organisé, il y a eu des recrutements massifs dans la police nationale, et il y a aussi eu l'équipement de cette police nationale, et je pense que autant que faire se peut, les agents de la police nationale font leur travail. Est-ce à dire que l'équipement qu'ils avaient avant était plus adéquat, approprié par rapport aux équipements qu'ils ont aujourd'hui? Non, vous savez, en matière de sécurité, l'équipement se perfectionne. L'équipement se perfectionne au fil des ans. Donc aujourd'hui, quand le président Talon a pris le pouvoir, il a engagé des réformes dans le secteur de la sécurité publique. Et il a mis ensemble, fusionné la police nationale, la gendarmerie nationale. Et je pense que
cela est à saluer et ça fait même école. Ça fait école dans la sous-région, évidemment. Oui. Dans la sous-région. Donc c'est dit que cette réforme a été très efficace et ça a donné ses fruits. De toute façon, le pays est relativement sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est sécurisé à 100%. Mais les agents de la police républicaine font bien le job et je pense qu'ils n'ont qu'à continuer dans cette ils sont à encourager. Ils sont à encourager. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique où l'information vole, l'information court, même si l'information, la vraie, ne court pas les réseaux sociaux. De toute façon, on a accès facile à l'information aujourd'hui. Alors, sur le plan du numérique, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme avancée, M. Akpali? Merci. Sur le plan du numérique, vous ne restez pas sans savoir que d'abord, avec l'évolution de la technologie, nos pays africains sommes obligés d'aller au pas de géant comme les autres, parce que l'information se traite à la vitesse lumière aujourd'hui. Donc, il faudrait donner plus de facilité aux populations d'accéder à l'information, d'accéder aux services publics. Et c'est ce qui se fait par la mise en place d'un ministère chargé uniquement du numérique et qui fait ses preuves déjà. Ici au Bénin, nous sommes à l'ère de la digitalisation et il y a beaucoup de pièces administratives qui peuvent être demandées directement en ligne. Vous savez que dans les pays les plus développés, on n'a pas besoin de se déplacer avant d'être en possession d'une quelconque pièce. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe et c'est à l'actif du Bénin. Et comme autre chose, je voulais revenir, si vous le permettez, par rapport aux sociétés d'État qui n'ont pas marché. Je dis de façon sociologique, le Béninois est un peu plus, disons, fraternel. Et quand vous, madame la journaliste, on vous nomme aujourd'hui comme directrice d'une société d'État, votre famille, votre village, tout le monde vous envoie des messages de remerciement et des gens même espèrent que d'ici 1 an, 2 ans, vous puissiez venir construire le plus grand immeuble de votre région. Et ceci fait que vous ne vous concentrez plus vraiment sur le sacrifice qu'on vous demande, que la nation vous demande en vous confiant cette noble tâche de gérer une société d'État. Vous pouvez venir au bureau à 7h, 8h, mais recevoir que des visites d'amitié, de sympathie qui vous perdent le temps. Et de façon sociologique, vous ne pouvez pas vous dédier de ces genres de considération parce qu'au finish, les gens vont dire « Ah, mais vous faites l'orgueilleux » et que ils sont là et que si c'est comme ça que vous allez fonctionner, c'est de la même manière que vous avez, on vous a promis qu'on va vous limoger ou quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est pas du chantage? Non. Donc ce qui amène effectivement. Oui, monsieur, vous voulez dire quelque chose, monsieur Bélizet? Je voudrais aller dans le même sens que mon camarade Akpali. Et c'est une réalité qu'il a décrite et qui couvre toute l'administration béninoise. Mais c'est un héritage du passé. C'est un héritage. On perd pratiquement toute la journée. En réalité, à dire des choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce qu'on a reproché à Maga entre 1960 et 1963? C'est des choses comme ça. C'est le népotisme. Le népotisme et le clientélisme, c'est tout ça là qu'on lui a reproché. Parce que dans la fonction publique, on recrutait des gens de sa région et disons, même en 1962, je crois bien si j'ai bonne mémoire, c'est le recrutement massif des gens du Nord dans la police nationale qui a fait que les militants donc, du PDU du Sud se sont
ont été remontés contre Manga au congrès d'août 1963. Et on lui a craché la vérité. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'était pas que lui seul qui avait. Tous ceux-là qui ont géré le Bénin aux premières heures, le Dahomey aux premières heures de l'indépendance, c'était leur pratique. Et ça s'est perpétué. Pendant la période révolutionnaire, on a essayé au nom de l'unité nationale et de la rigueur dans la gestion des affaires publiques, essayer d'atténuer un peu le phénomène. Mais avec le renouveau démocratique, ça a repris d'ampleur. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. On va faire rapidement un tour de table pour explorer un peu les perspectives. Monsieur Apali, qu'est-ce que vous projetez? Quelles sont les perspectives que vous pensez que le Bénin pourrait avoir pour vraiment décoller comme il le faut? Oui, nous pouvons garder espoir qu'on a de belles perspectives après 60 ans d'indépendance. Quand on s'assoit et on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai qu'on a fait du chemin et que l'espoir est permis, demain sera encore plus beau que ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un niveau de maturité démocratique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social ou économique, nous avons eu des avancées. Le plus important est qu'on puisse capitaliser ces avancées et ne pas et toujours faire améliorer ce qui est déjà existant. Dans une permanence amélioration. Voilà, donc il ne faudrait pas que demain qu'il y ait de nouvelles générations d'hommes politiques qui puissent encore reculer les choses. Voilà. Parce que nous sommes sur la bonne voie et on espère que demain sera meilleur, parce que si nous mettons en place les bonnes bases, que le président demain soit un diable, ou excusez-moi le mot, qui ne puisse pas remettre en cause tous les acquis qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les perspectives d'après vous, monsieur Ebenezer? L'emploi pour la jeunesse. Simplement. L'emploi pour la jeunesse. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. 2000 jeunes seront déployés sur le marché de l'emploi. Il faut que des efforts soient beaucoup plus concentrés. Que ça soit pérennisé. Voilà. Parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont livrés sur le marché de l'emploi chaque année. Mais sans suivi. Sans suivi. Voilà. Et le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître. Et il fait beaucoup d'efforts, mais il faut que ces efforts se perpétuent. Et que, parce que une jeunesse sans emploi, c'est une bombe à retardement. Merci beaucoup à vous, chers amis invités. Merci d'accepter notre invitation pour répondre à cette émission. C'était donc une émission spéciale pour vous, les enjeux et perspectives des 60 ans d'indépendance. C'était là donc le thème de ce matin. Vous nous avez suivis sur Océan FM. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.